Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun est ton mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. Et aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose? Si, c'est les 5 ans de la radio. 1er octobre 2011, quand même. C'était la première émission de Equality, c'était sur BDC One à l'époque. Aujourd'hui, 5 ans jour pour jour, la création de l'émission. Ça me rajeunit pas, hein, pour être honnête, hein, mais... Ça se voit, il se fait de plus en plus des cheveux blancs. Ouais, t'as raison, Guillaume. Et puis aussi de la peau rouge. Je dirais rien, on en parlera après. Qu'est-ce que je voulais dire? L'article de la Provence. Oui. Qui a eu lieu la veille, je crois, non, 2 jours avant le barbecue. Commentaire ou pas par rapport à ça, parce que je crois qu'il faut remettre certaines choses par rapport à ça. Bah, disons que c'est revenu encore une fois de plus sur le sujet de la fameuse histoire du bar. Donc je veux dire, ça a été mélangé, ça a été tout a été mélangé et on s'est encore attiré une fois de plus les foudres de la mairie et tout. Et pourtant on n'a rien dit de spécial contre la mairie. Voilà, justement, donc on s'est encore pris de la réflexion. On se fait encore traiter d'homophobe et tout. Enfin voilà quoi, je veux dire. Donc ça a été un peu décevant quoi, je veux dire, alors que c'était pas du tout le but d'avoir ce genre de publicité là et enfin voilà quoi, ça a été un peu navrant d'avoir mélangé les deux histoires. Tu l'as vu cet article, Charlotte? Non. Parce qu'on l'avait publié sur Facebook. C'est un article auquel on présentait un petit peu nos actions sur Sisteron, et puis la Provence a décidé de mettre en avant de notre côté le fait qu'on était la seule association de lutte contre l'homophobie dans le 04, donc ils ont mis ça en avant, et puis ils ont mis en avant aussi ton mariage en photo. Donc je vois vraiment pas en quoi on a critiqué la mairie là-dessus, parce qu'on a au contraire mis en avant tout ce côté homosexualité et puis ouverture sur l'homosexualité dans la ville. Bizarre, donc j'ai pas compris. Mais attends, ils ont fait quoi par rapport au mariage? T'as dit quoi? Non, ils ont publié la photo du mariage de Lionel en fait pour montrer que Sisteron est ouvert à l'homosexualité. Ils voulaient une photo de l'assaut, enfin de nous de l'assaut. Et ne trouvant pas, en fin de compte, le gars m'a demandé s'il pouvait prendre une photo de mon mariage, ou je lui ai dit que moi ça me posait aucun problème de toute façon, et bien au contraire quoi, hein. Donc voilà, donc du coup ils se sont servis de cette photo là, et puis bon, pour faire voir que Sisteron n'était pas une ville homophobe, bien au contraire. Et malheureusement, ça n'a pas été forcément interprété de la même manière. Je pense pas que c'est notre article, je pense que c'est plus la partie bar, hein, en fait. Mais nous, il faut bien se dire une chose, c'est que le bar n'était pas prévu au programme, c'est la Provence qui a choisi de mettre Mais comme tous les médias, hein, tous les médias, à chaque fois, t'as bien pu le constater dernièrement, hein, à chaque fois, il y a cette histoire de bar qui nous colle à la peau, et tous les médias qu'on a pu avoir à faire, à chaque fois, c'est... Oui, on nous pose des questions, alors le bar, qu'est-ce qui est devenu, qu'est-ce que si, voilà, bon, on répond aux questions parce qu'on on reste honnête, et puis voilà. Mais après, c'est pas le but recherché dans les médias de parler du bar, hein. Ça, il faut bien mettre les choses en avant. Mais ça tombe bien parce qu'on va parler aussi de la télé d'hier, qui est mis en avant, puis le Sisteronais aussi. Non, parce qu'il faut bien mettre en avant, effectivement, nous sommes une association, la seule association dans le 04 de lutte contre l'homophobie, ça c'est vrai, on ne le cache pas et on le revendique. S'il y a des personnes qui viennent vers nous pour dire on est victime, nous serons présents et on va pas se taire parce qu'il y a la mairie qui en a marre de parler de l'homophobie. On va pas non plus rester isolé, se taire face à parce que des personnes sont victimes de discrimination et d'homophobie. On va pas non plus rien faire. C'est pas notre rôle. Notre rôle est justement de défendre les victimes de discrimination et d'homophobie, et nous serons là quoi qu'il en soit, coûte que coûte, même si ça déplaît à la mairie, pour défendre les victimes. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut parler de la télé maintenant? Bien sûr. Hier, d'ici TV, oh mon Dieu. Je ferai pas de commentaire sur le problème physique, parce que franchement, mais bon, j'avais prévenu, j'ai prévenu sur Facebook plusieurs fois que je suis pas du tout doué dans les médias, hein, de toute manière. Bon, déjà, ça s'est ressenti quand on avait fait l'interview radio la saison dernière, quand on avait fait Pluriel, vous avez vu comment j'ai stressé, comment j'ai bégayé. Mais alors la télé, c'est pire. J'ai prévenu, en plus je te l'ai dit, Lionel, j'ai dit, il faut pas que je sois à la télé, hein, parce que... C'était sympa, voilà, non, on a passé
un bon petit moment avec l'équipe de DC TV et on a eu un très beau reportage. Ça c'est bon. En général, c'était bien. C'est ça. C'était plus. Je m'attendais pas au sujet. Ils ont voulu traiter le sujet de l'homosexualité dans le département 0405. C'était pas forcément le but bien précis. C'était aussi de parler un peu aussi de l'assaut, puisque c'est quand même aussi le but de se faire connaître aussi. Bon, dans l'ensemble, ça a assez bien tourné, parce qu'il y a tout qui a été dit. Enfin, il y a, voilà, ça. La question la plus étonnante qu'on nous a posée hier, c'était mardi, parce qu'on enregistrait mardi l'émission. C'était assumez-vous votre homosexualité dehors, en fait, en quelque sorte, encore, parce que le fait qu'on est en couple, etc. Est-ce que dehors on s'affiche, on se tient dans la main avec notre compagnon, en quelque sorte. C'est ça, tout à fait. Moi, j'avais pas compris pourquoi on nous posait ce genre de questions. Moi, j'étais plus parti sur l'homophobie, pas sur le fait d'assumer l'homosexualité. Après, je pense que c'est surtout par rapport aux attaques homophobes qu'il y avait eu passé un temps où c'était très très trash, qu'il y en a qui, quand ils se tenaient par la main dehors ou qui s'embrassaient, ils se faisaient tabasser à tir larigot. Je veux dire, je pense que ça a été plus tourné là-dessus, et puis moi, comme je dis, moi j'ai toujours assumé et j'assume encore, de toute façon, et puis je m'en cache pas, et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, justement, il faut faire voir que maintenant on a aussi on a des lois derrière nous, et ça sert plus à rien de se cacher, quoi, je veux dire. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on remercie quand même Jean-Marc Tasseron, qui est le président de DCTV, de nous avoir permis de nous exprimer à sa... Président et animateur. Animateur, mais beaucoup, il anime beaucoup d'émissions, effectivement, qui nous a permis de venir nous exprimer. C'est ça, et puis qui nous a d'ailleurs réinvité, de ces quatre, à refaire une émission en sa présence. Par contre, soyez gentils avec moi. Je sais que je suis pas doué aux interviews. Je pense que vous l'avez remarqué maintenant. C'est pour ça que j'ai beaucoup monopolisé la parole. Voilà, c'est pour ça. J'ai prévenu. C'est pas une surprise. Donc voilà. Non, puis après, je pense, parce que après, on en a pas débriefé un petit peu tous les deux, mais je pense dans ce que j'ai dit, que ce soit au niveau de l'assaut ou au niveau des questions qui ont été posées. Je pense que j'ai été le plus clair possible, et puis... Oui, en plus, ce que j'aime bien, c'est que la première question qu'on t'a posée, tu l'avais répétée juste avant en off. En plus, on l'avait répété, et puis t'as repris exactement tout ce que t'as dit. Et après, le reste... c'est ce qui fait les aléas, et de ne rien préparer. Et le reste, non, c'était naturel, c'était des questions qu'on ne connaissait pas. Voilà, c'est pour ça moi, j'étais personnellement un peu perturbé, parce que Jean-Marc a joué le rôle d'une personne lambda, ouais. Et et qui viendrait nous poser des questions par rapport à notre assaut, par rapport à notre but, par rapport à nous en tant qu'homosexuels, enfin voilà quoi. Et là, on a répondu avec en toute franchise. Pardon. Et le plus naturellement. Mais moi, là où j'ai bloqué, c'est parce que je ne connaissais pas les questions. Voilà, c'est pour ça que je savais pas quoi dire dans ma tête, et j'étais perdu là-dessus. Il n'ose pas le dire, il a été impressionné par les studios. Ah oui, c'est vrai. Ah non, sérieusement, je m'attendais pas à un petit studio comme ça qui peuvent faire des choses aussi. Sérieusement. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé d'investir dans du matériel, et on va faire punaise, en caméra. Non, peut-être pas. Ouais, on a vu les caméras, mais on sait pas, c'est à réfléchir, on verra. Ouais, faut avoir le budget d'abord, à mon avis. Miss Charlotte, t'as des questions? Moi, je pense que ça doit être super sympa quand même. Ça doit être une très très bonne expérience, mine de rien. Oui. Non, faut quand même dire ce qui est. Ça reste, enfin pour ma part, personnellement, ça reste une bonne expérience. J'ai été moins intimidé parce que j'ai un peu plus l'habitude des caméras. Déjà parce que pas parce qu'il y a eu déjà des reportages avec moi par rapport à l'association, mais en étant plus jeune, j'étais déjà devant les caméras. Donc parce que j'ai fait du théâtre. Donc c'est bien, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire pour justement. Ça aide vachement. Oui, mais Sandy, je te rassure, j'en ai fait aussi du théâtre, et ça m'empêche pas d'être aussi comme toi, d'être hyper stressé quand de passer à la télé, même pour des conneries comme par exemple de se faire filmer par des copains pour des Et moi je peux pas me regarder à la télé, c'est pas possible. Déjà que rien de m'entendre à la radio, c'est un peu difficile aussi. Mais hier soir je me suis fait peur, franchement. Je m'attendais pas à ça. Moi je me suis tapé le total. Oh mon Dieu. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est une belle expérience. J'ai rien à regretter non plus, parce que ça nous a permis de faire connaître l'association. C'est ça. Donc on va dire l'objectif est atteint. C'est ça, et ça nous fait aussi un contact en plus au niveau média pour pouvoir présenter nos futurs projets,
et les informer aussi sur la continuation de l'assaut aussi, quoi. Et donc, voilà, quoi. Bon, sujet du jour, vous savez que les traditions, la tradition de chaque début de saison, vous savez comment on fonctionne ? Vie. Non. Ben si, Charlotte, l'année dernière, tu le sais, est-ce que tu étais avec nous aussi quand on avait fait ? On revient toujours sur le sujet de la discrimination, tout simplement. Ah bon ? Et oui, quelle surprise. Mais là, je vais faire un petit peu plus différemment qu'avant. Au lieu de parler de chiffres, je voudrais qu'on reparle un petit peu de la discrimination au sens large du terme, notamment définition et tout ça. Mais je vais vous poser des questions sous forme de quiz. Ça va être génial, ça. Oh ouais. Alors, pour vous, que signifie le mot discrimination ? D'abord, est-ce que vous voulez les répondre ou est-ce que vous voulez répondre cash ? On va faire un petit peu au mode tout le monde veut prendre sa place. Duo, donc carré ou cash ? Non ? Est-ce que vous voulez les réponses ? Cash, je m'en sortirai plus. Ok, Charlotte ? Je prends le carré. Tu vas prendre carré. Donc alors, j'ai pas de carré, hein, mais j'ai que 3 réponses. Alors, première réponse, c'est le fait d'avoir mauvaise vue. Deuxième réponse, c'est le fait de distinguer une personne de manière injuste. Ou troisièmement, c'est le fait de ne pas manger à sa faim. Deuxième. C'est simple, hein, franchement, là je vous ai fait un peu cadeau quand même. C'est le fait effectivement de distinguer une personne de manière injuste. Alors on parle de distinguer, mettre à l'écart. Alors il y en a plein qui se disent que discriminer c'est juger. Or que c'est pas du tout le cas. Discriminer c'est une action, effectivement, dans le fait de mettre à l'écart une personne, de distinguer, même de dissocier, voilà, du fait, par exemple, le fait qu'il soit gros. Oui, et même de l'isoler, hein, d'ailleurs. Alors pas l'isoler, non, mais vraiment le mettre à l'écart en fait. C'est plus une mise à l'écart que l'isoler en fait. Il y en a plein qui comparent avec le jugement, tandis que je vais vous dire la différence entre le jugement et la discrimination. Le jugement c'est la cause et la discrimination c'est la conséquence. Est-ce que vous voyez pourquoi ? D'abord on juge et après on discrimine, tout simplement. Oui. Vous voyez la différence ou pas ? Oui. Bah, du moment où il y a jugement, il y a discrimination de toute façon. Alors il y a jugement peut-être, mais la discrimination c'est l'action de séparer une personne. Tandis que le jugement c'est comment je peux vous donner un exemple ? Un jugement, ça, je suis désolé, on va être cash aussi cette année. Par exemple, sale pédé, ça c'est un jugement. Bien sûr. Et quelle est la conséquence ? Ben, je te mets à l'écart parce que tu es PD. À savoir qu'attention. Mm-hmm. PD ne veut pas dire homosexuel. Je voulais le dire à la télé. Hein. Je tiens à dire une chose, c'est quelque chose que je voulais dire à la télé, j'y suis pas arrivé. Donc effectivement, PD ne veut pas dire homosexuel, ça veut dire pédophile ou pédéraste. Ou pédéraste, exactement. Allez, deuxième question, qu'est-ce que la discrimination aussi, mais cette fois sous forme juridique ? Alors, première réponse, 1, c'est un crime qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi. Deuxième réponse, c'est un délit qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable parce qu'on les aime pas. Ou troisième réponse, c'est un délit qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi. C'est pas facile, hein. Là, c'est pas évident. Et là, c'est le drame. D'abord, question, est-ce que c'est un crime ou un délit ? Déjà, premièrement. C'est un délit. C'est un délit. Donc déjà, il y a une réponse en moins. Donc maintenant, je dirais la dernière. Et toi, Charlotte ? J'hésite entre la 2 et la 3. Forcément, c'est les deux où il y a le délit. Là, tu t'es pas trop foulé sur ce coup-là, Charlotte. Non, j'avoue. Non, c'est effectivement le troisième. Voilà, c'est effectivement un délit qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi. Ça, c'est le texte de loi. Voilà. La loi, c'est la loi qui dit ça. Est-ce que vous connaissez la loi ? Vous vous rappelez du numéro du texte ? Oh punaise, ça quand même. Alors, Lionel qui est depuis 4 ans dans l'association, donc il veut se foutre de ma gueule au niveau de la télé, mais je crois que je vais beaucoup me foutre de sa gueule aussi au niveau assaut. Non, après, non, juridiquement parlant, non, je me rappelle pas du texte. Et du numéro 225-1. Du code pénal. Oui, non, j'en connais d'autres, mais pas celui-là. C'est de 225-1 en tout cas. Après, il y a le -2, -3 et -4 aussi. Et c'est en tout cas l'article 225 du code pénal. Donc comme ça, vous le savez. Et quel critère n'est pas interdit par la loi ? Est-ce que c'est les diplômes, la situation de famille ou l'état de grossesse ? L'état de grossesse, non ? Non, c'est les diplômes. C'est les diplômes, l'état de grossesse, c'est un critère de discrimination, Charlotte. Et là, Charlotte aussi ne le savait pas. Tu savais pas que l'état de grossesse était un critère de discrimination ? Je ne m'en rappelais plus. Alors déjà, je vais vous poser une colle aujourd'hui. Combien y a-t-il de discrimination maintenant reconnues en France ? 21. Non. 22. Et c'est 22, exactement. Il y en a 2 de la discrimination.
Il y a 2 nouvelles discriminations, on en parlera juste après le quiz. Ça a été dit tout à l'heure, t'avais qu'à suivre. C'est 22, effectivement. Mais t'arrêtes de m'embêter. Il a dit qu'il y avait 2 nouvelles discriminations, donc forcément il y en avait 20, plus 2, ça fait 22. Alors aujourd'hui, voilà, ça y est, je me recrois à la télé, ça y est, super. La télé, DC TV revient. Non, c'est pas ça. Mais effectivement, aujourd'hui, je l'affirme, il y a bien 22 aujourd'hui reconnus. En France, hein. Parce qu'il y a d'autres pays, il y en a plus. C'est plus délicat. Alors, autre question, mon voisin s'est fait injurier par le locataire du dessus qui est raciste. A-t-il subi une discrimination? Alors, oui, est-ce qu'il n'y a pas de discrimination? Ensuite, il n'y a pas de discrimination, c'est une autre infraction pour laquelle on peut porter plainte, ou il y a discrimination. Et là, attention. Mais il lui a dit quoi? C'est une injure. C'est une injure, attention. Une injure raciste. Alors, est-ce que pour vous, il y a discrimination, ou pas? Ou est-ce que c'est une autre fraude? Il y a discrimination. Eh bien, non, c'est une injure. L'injure, c'est pas une discrimination. C'est une injure. C'est pas une discrimination. Réfléchis. Oh là là. Injure. C'est comme ce qui s'est passé avec le bar. On peut en parler. C'est une injure qu'ils ont eu. C'est pas une discrimination. C'est ça. Voilà. Il faut bien séparer les deux choses. N'est-ce pas, Charlotte? Tout à fait. Si par exemple on te traite, je sais pas moi, sale blonde. Sale Gwyn. Alors je sais pas si Gwyn. Est-ce que c'est une injure, Gwyn? Non, pour moi, c'est pas une injure. C'est comme si quand tu disais sale pédé, quoi. Je veux dire, c'est la même chose, quoi. Ah d'accord. Ah oui. Pour moi, c'est la même chose. Donc, pour moi, ça serait pas une injure. Ah bah si, justement, si pédé, c'est une injure. Non, c'est une insulte. C'est une injure. Et c'est quoi une injure? Oh, ça va. Lionel n'est pas encore en forme. Ça fait 3 mois qu'on n'est pas là, mais il est toujours pas. Moi, je suis encore devant la télé, là. Oui, tu es encore en vacances, surtout, je dirais. Allez, 3 autres questions. Refuser la location d'un appartement à une personne d'origine étrangère. Est-ce que pour vous, c'est une sanction? Est-ce que c'est subordonner la fourniture d'un bien à une condition discriminatoire? Ou est-ce un refus de prestation de biens et services? Et là, c'est le drame. C'est le drame. Là, vous avez des choses au final. Ça peut être la 2, mais ça peut être la 3 aussi, c'est ça qui est chiant. Pour toi, c'est subordonner la fourniture d'un bien à une condition discriminatoire. Pas du tout. C'est la réponse, c'est un refus de prestation de biens et de services. Ouais. Ah, je sais pas, j'aurais non. vu aussi la 2 aussi. C'est la loi, c'est les textes des lois qui sont comme ça. J'y peux rien. Autre question. Quelle est la différence entre le critère de l'origine et le critère de la race? Voilà une belle question. Voilà une très bonne question, parce qu'en fait, l'origine et la race, c'est pas du tout, c'est deux discriminations différentes, je tiens à le dire déjà, mais est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Moi, je la connais depuis longtemps. Il y en a une, c'est une histoire de couleur de peau, et l'autre, c'est par rapport aux origines... non, pas c'est presque ça. Aux origines ethniques, non? Non, c'est pas ethnique. Et non, ethnique, c'est... La religion, non? Non, la religion, c'est encore une autre discrimination. Aux origines... je sais plus. Alors, je vais expliquer. L'origine, c'est en fait l'origine géographique. Ah, voilà. C'est-à-dire l'origine de naissance. Tandis que la race, effectivement, c'est la couleur de peau et l'ethnique, si vous préférez. C'est-à-dire noir, blanc, etc. Voilà. Ça, c'est la race. Vous voyez la différence maintenant? Oui. Que faire quand on est victime de discrimination? Alors là, je vais essayer de pas je vais pas donner de réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Porter plainte. Ensuite, où? Alors déjà. À la gendarmerie. Et à qui c'est qu'on peut saisir également? Si on n'ose pas aller par exemple à la police pour porter plainte, à qui on peut se référer? Des associations. Ça fait A, et ensuite? À la mairie, non? Non, pas au service... Je crois que Lionel, il a de la révision à faire sur l'association en fait. Je suis en train de le remarquer, il est tellement fini sur après c'est non, c'est pas le tribunal de toute façon. Alors tribunal, c'est quand tu portes plainte. Voilà. Mais tu peux te référer à quelqu'un pour l'accompagnement. Oui, donc il y a des associations comme nous par exemple, effectivement, et il y a aussi une autre personne qui s'occupe des discriminations. Qui est le président de l'association Equality? Pas du tout. Il n'y a pas que moi, et d'abord il n'y a pas que nous. Il y a le défenseur des droits. Ah oui. Ouais, mais bon, c'est rare qu'on parle de ça. Ah non, c'est toujours... Si. Il a beaucoup... Il reçoit beaucoup de... J'ai regardé son site et tout. Et même le compte-rendu, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se réfèrent aux défenseurs des droits, voilà, qui accompagnent les victimes vers soit des associations, soit au niveau des plaintes, tout ça. C'est vrai que le défenseur des droits est là, est fait pour ça également. Déposer plainte où? À la gendarmerie. Où? Ou à la police. Moi, je recommande plus à la justice.
Oui, direct, bah, au tribunal directement. direct, parce que est-ce que on a eu l'expérience l'année dernière, est-ce que franchement les gendarmeries prennent vraiment en compte les discriminations? C'est plus la police, moi, qui me... Ou en disant au terme de discrimination, qui te rigole au nez. C'est plus ça, effectivement. Bah, disons qu'on a plus de facilité. La gendarmerie, moi, mais la police, ouais. La police, moi, je fais absolument pas confiance parce que ça m'est arrivé. Bon, après, pour moi, c'était... on va pas en parler encore du cas parce que cet été, j'ai eu un léger souci avec une personne qu'on a tous en commun, hein. Et je me rappelle que l'année dernière, je suis allé voir je suis allé voir la police, on m'a rigolé au nez. Oui, c'est ça, mais je confirme. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'il vaut mieux pas porter plainte directement au tribunal? Après, attention, il faut le prouver. C'est ça. Le problème, il est là aussi. À chaque fois, je le dis tout le temps, et ça fait 5 ans que je le rabâche à la radio, il faut toujours prouver. Et dire qu'on est victime, c'est bien, mais le prouver, c'est mieux. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Sinon, ça sera classé sans suite. Alors justement, ça fait la transition. Comment prouve-t-on une discrimination? D'après vous? Bah par... Et là... Bah non, il peut y avoir plein de solutions. Soit avec un témoin. Ça fait un. Prise de Ensuite. Vidéosurveillance, je crois pas. Alors c'est pas tout à fait ça, parce que vidéosurveillance, parce qu'en fait, si on en a parlé plusieurs fois des vidéosurveillances, c'est à condition que ça soit pas à l'insu de la personne. C'est ça. Voilà, la loi est claire là-dessus. Oui, c'est comme un enregistrement audio, c'est pareil, il faut pas que ce soit fait à l'insu. Voilà. Ensuite, donc un témoignage, oui. Ensuite, forcément, des documents. Oui, les documents, oui. Voilà. Oui, si c'est des trucs sur écrit. Ouais. En demandant de l'aide, bien sûr, au défenseur des droits qui peut vous aider là-dessus. Alors après, peut-être que là-dessus, décidément, ils sont chauds bouillants, les voitures aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont... qu'est-ce que je voulais dire? Les testings. Alors je sais que c'est quelque chose qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Peut-être un jour on en parlera parce que je connais pas forcément cette méthode. C'est des testings que justement, nous, associations, on peut mettre en place. Voilà, donc on peut venir vers nous. Les testings, ça veut dire justement les testings, ça veut dire se mettre se faire passer justement la méthode, comment vous dire ça, sans aucun doute, vous savez, une personne qui se fait passer pour une autre personne et qui finalement récolte des preuves en se faisant passer pour une autre personne. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est un peu compliqué, hein. C'est un petit peu l'histoire de vidéosurveillance, mais sans vidéosurveillance. Le testing, c'est ça. Ça veut dire, par exemple, toi, il y a une victime qui vient à nous, j'ai une discrimination, tu vas vers la personne concernée et tu te présentes, tu sais là, et c'est là que tu récoltes des informations si oui ou non il est vraiment... Ah oui, d'accord. Ah bah, tu suis le truc, c'est compliqué, hein. J'expliquerai un jour vraiment en détail ce que c'est que le testing, parce que là, comme ça, je pourrais pas vous le dire. Un jour, on en parlera. D'accord? Miss Herriot? Tout à fait. Mais ça... J'étais en train d'écrire un truc en même temps que tu parlais. Ah, tu m'as fait peur, je pensais que tu avais pris un coussin surtout. Quelles sont les peines pour avoir fait une discrimination? Est-ce que vous connaissez les... Je me rappelle plus. Ah. Je me rappelle plus des sanctions. Sanctions au niveau de discrimination. Combien d'après vous? Je vous donne un indice. Je crois qu'il y en a une qui est pas cher payée. Hein. Il y a une amende et de la prison. Maximum, bien sûr. Je crois que c'est 2 ans, non? Non, c'est pas 2 ans. Un an? Non, c'est pas 2 ans. Non, c'est pas 1 an non plus. C'est 5 ans. Non plus. 10 ans. Non, là t'arrives sur le crime après 10 ans. Non, c'est 3 ans ferme et 45 000 € d'amende. D'accord. Et tu dis que c'est pas cher payé. Juste pour de la discrimination, c'est beaucoup. Hein. Surtout quand c'est verbal, c'est beaucoup. Hein. Ça dépend après s'il n'y a pas autre chose derrière. Autre question, est-ce que vous savez ce que c'est que le sexisme? Autre critère de discrimination. Vas-y, Charlotte, réponds. Le sexisme, je l'ai au bout de la langue en plus. Ah, mais je t'en prie. Non, ça c'est du languiste. N'importe quoi. C'est de faire la différence entre un homme et une femme, non? C'est presque ça, le fait de nier l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est tout à fait ça. Et question simple entre nous, mais qu'est-ce que l'homophobie? Oh, c'est compliqué. Ça, j'en sais rien, je sais pas. C'est quoi? Alors, la définition exacte de l'homophobie. Ou alors vous avez vos propres définitions, mais est-ce que vous connaissez la définition exacte?
En fait, moi, quand on me posait la question, moi, je disais que c'était des gens qui n'aiment pas les homos et qui sont prêts à faire des actes, de les torturer, de tuer, voilà. Ça, c'est la conséquence. Pour moi, c'est des personnes qui ne conçoivent pas que deux personnes de même sexe puissent avoir des rapports entre eux ou vivre même entre eux. Alors là, tu as fait la version longue, je vais te le faire en 4 mots. Lionel nous a fait la version longue, je vais vous faire la version courte. L'homophobie, c'est l'hostilité envers les personnes homosexuelles. Voilà, point, pas besoin de chercher loin. Si vous voulez plus de détails, voilà, je vous les ai dit. Voilà. Question autre. Alors ça aussi, c'est une question qu'on emploie souvent, mais est-ce qu'on connaît franchement la définition? C'est quoi le racisme aussi? C'est des personnes qui n'admettent pas la différente façon de vivre ou différentes couleurs de peau. Alors justement, c'est là qu'on se plante presque tous. C'est en fait le racisme, c'est le rejet d'une personne pour son appartenance à une prétendue race. C'est pas forcément pour sa couleur de peau, c'est franchement pour sa race. D'abord, est-ce que vous connaissez combien il y a de races sur Terre, à part les animaux, bien sûr, mais nous, vous en voyez combien, vous, des races? Il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une, c'est la une, c'est ça. Mais il y en a. C'est l'être humain, c'est tout. C'est ça. Nous personnellement, c'est ce qu'on dit. Ouais. C'est ce qu'on dit tout le temps avec notre association. Parce que quand on soit black, blanc, beurre, le sang il est le même de toute façon. En plus, je sais pas si vous avez vu la photo que j'ai affichée sur dans l'association. C'est vrai que derrière nos peaux, tout ça, on a les mêmes squelettes. Bien sûr. Donc on est tous pareils. C'est ça qu'il faut se dire aussi. L'antisémitisme, c'est quoi? Oula. Et là, c'est où? C'est compliqué ça. L'antisémitisme, c'est une forme de racisme, mais ailleurs. On en a parlé dans la voiture. On en a parlé, Lionel, dans la voiture. Il a parlé de tellement de choses que moi. Envers les, je sais pas. Envers les je sais pas. Et Charlotte? Envers les je sais pas. Ça me dit rien non plus. Ça me vient pas. C'est ça, envers les juifs. Oui, c'est envers les juifs, bien sûr. Oh putain. L'antisémitisme, c'est la haine des juifs. Forcément. Alors, je tiens à dire que la théorie des races humaines n'existe pas car on a tous les mêmes gènes. Déjà qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une loi qui condamne le racisme aussi, c'est la loi Pleven, pour ceux qui connaissent pas. Et quelle somme d'argent qu'on peut avoir à payer si on fait du racisme? Alors, je rappelle que racisme, c'est pas uniquement de la discrimination, hein. Il y a aussi de l'injure et tout ça. Donc, on peut être condamné entre 300 et 45 000 euros d'amende si on fait du racisme. C'est pas cher payé quand même là. 45 000 euros, c'est le même prix que pour la discrimination. Mais vous trouvez ça faible ou suffisant? Honnêtement, moi je serais monté jusqu'à facile 70 000. 70 000 je pensais sur ces eaux-là. D'accord. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas d'emprisonnement. Si, pour la discrimination, il y a 3 ans ferme. Après, ça dépend de ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait de l'injure? Est-ce qu'on fait de la discrimination? Est-ce qu'on fait de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est chaque catégorie. Il y a des parcelles, bien sûr. Il y a de la diffamation aussi, faut pas l'oublier. Enfin, il y a le harcèlement, faut pas l'oublier. Voilà, tout ça, c'est pas la même loi. La discrimination, c'est une loi. L'injure, c'est une autre loi. La diffamation, c'est encore une autre loi, tout comme le harcèlement, c'est encore une autre loi. Voilà, il faut faire la part des choses. Voilà, donc ça va, ça y est, vous êtes reparti pour la bonne saison, ça y est, vous avez bien en tête les discriminations. Heureusement que t'as pas finalement posé de questions sur les discriminations à la télé, parce que t'étais mal barré là. Ah bah j'aurais fait ce que j'ai tenu, hein. C'est tout. Parce que là finalement, t'aurais été très mal barré. Tu voulais te foutre de ma gueule pour la télé, mais finalement, heureusement qu'on n'a pas posé de questions sur les discriminations, parce que ah bah j'aurais fait. Je laisse la parole à Monsieur le Président. Ouais, comme par hasard. Tu vois que je peux te piéger moi aussi, hein. Vas-y, maintenant fous-toi de ma gueule, continue à te foutre de ma gueule encore. Bon, on va parler maintenant des 2 nouvelles discriminations. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de ces 2 nouvelles discriminations? Moi non, je me rappelle même pas. D'ailleurs, je n'ai même pas entendu parler. Alors effectivement, il y en a une, on l'a zappée en pleine saison parce que effectivement, elle a été totalement inconnue. Hein, on sait même pas d'où elle sortait. Par contre, la nouvelle discrimination est apparue depuis juin et c'est une discrimination qu'on attendait depuis longtemps et enfin reconnue. C'est celle du par rapport aux trucs sociaux là, non? C'est ça, voilà. Mais ça, on en parlera après. Pour l'instant, je vais vous parler de la première discrimination
qui a été votée en décembre 2015. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, bizarre, je la connaissais pas celle-là. C'est sur la perte d'autonomie. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pour une personne qui subit un handicap ou moteur ou autre. Alors perte d'autonomie, alors handicap, c'est ça qui est un peu flou avec cette discrimination. C'est un mélange entre l'âge et le handicap. C'est compliqué. Alors qu'il y a déjà un critère sur l'âge et un critère sur le handicap. Je vais essayer d'expliquer, c'est que, en fait, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a été définitivement adoptée en décembre dernier. La loi ajoute un nouveau motif de discrimination directe, donc tout ça, c'est-à-dire la perte d'autonomie. Je vais y arriver. Je vous rassure, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra cette fois. Donc ce nouveau motif de discrimination prohibé inséré dans un texte de portée générale concerne également le travail, en particulier les candidats et les salariés en poste. Ça, je pense que vous le saviez déjà. En pratique, donc cette mesure concerne les personnes handicapées vieillissantes. Voilà le truc. C'est pour ça que c'est les deux en même temps. C'est les personnes handicapées, mais qui vieillissent. C'est ça la perte d'autonomie. C'est-à-dire que plus on prend de l'âge au niveau du handicap, et malheureusement, plus on perd en autonomie. Bien sûr. Ça y est, vous suivez le truc ? Ça, oui, je sais. Voilà. T'étais au courant, Charlotte, de cette notion de perte d'autonomie ? Oui, parce que nous, moi qui bosse dans le domaine avec les Alzheimer, on se bat justement par rapport à ça, à ce qu'on demande, on nous demande d'essayer de leur faire garder l'autonomie, de pas tout faire à leur place. Donc donc des fois c'est pas facile, mais on essaye. C'est qu'on leur explique et puis vous pouvez faire et tout ça, même s'ils sont Alzheimer ou Parkinson. Donc en clair, je vais essayer de faire en clair, c'est que ce motif a vocation à protéger les personnes en situation de dépendance, et notamment les personnes handicapées qui vieillissent et qui, compte tenu du recul de l'âge de la retraite, peuvent se retrouver en situation difficile dans les entreprises. Voilà la notion exacte de la perte d'autonomie en termes de discrimination. Voilà, vous voyez la différence entre la discrimination et le handicap. En fait, il y a un mélange, mais c'est plus le côté vieillissant qui est mis en avant en fait. Sachez aussi que là, je vais vous faire un petit chiffre. En matière de discrimination, il y a 6% des réclamations adressées aux défenseurs des droits qui sont relatives à l'âge. Est-ce que ça vous surprend ? Non. Alors l'âge, est-ce que vous savez pourquoi ? Là, on parle du domaine professionnel. Ça veut dire que selon l'âge, on dit non à certaines personnes par rapport à l'âge. Par exemple, vous êtes trop vieux pour travailler. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ça vous surprend finalement ? C'est dégueulasse. C'est surtout dégueulasse. Parce que c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on est moins bon qu'un plus jeune ou voilà quoi. Je veux dire, c'est pas notre âge qui fait le boulot, c'est notre compétence qui fait le boulot. Autre point, on dit que l'âge c'est le 6e critère de saisine pour discrimination. 6e. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais. C'est en 6e position. Il y en a 22. Et l'âge est en 6e position. Et c'est pas étonnant. Moi, par exemple, mon père a eu des soucis de boulot il y a quelques années en arrière. Il avait à l'époque 45-46 ans. Pour trouver du boulot, c'était déjà pour lui assez dur, quoi. Alors, autre point, c'est que l'institution traite également de nombreux dossiers pour des faits de maltraitance à l'égard des personnes âgées, ainsi que de nombreuses saisines sur des questions de retraite. Le défenseur des droits aussi a souligné l'importance d'une réflexion sur le fonctionnement des commissions intercommunales d'accessibilité aux personnes âgées, et en l'état, des difficultés existent en matière de recensement et des logements adaptés pour les personnes handicapées. Vous voyez, parce qu'on va parler forcément des deux, parce que vous savez que la perte d'autonomie, c'est sur les deux. Il a également préconisé la possibilité pour les futurs résidents d'être accompagnés lors de leur entretien avec le directeur de l'établissement au moment de la conclusion du contrat de séjour, lorsqu'aucune personne de confiance n'a pas été préalablement désignée. Alors la distinction entre personnes en situation de handicap et âgées dépendantes apparue dans la loi en 1997 institue la barrière d'âge, d'après vous, à combien ? 55. Alors aujourd'hui oui, mais à l'époque c'était à 60 ans. À l'époque. Aujourd'hui oui, je crois que c'est 55, t'as peut-être raison. Je crois qu'à partir de quand on est senior aujourd'hui, c'est 55 je crois. Ouais, c'est 55, ouais. C'est ça. Alors cette séparation est liée aux contraintes financières au rôle conféré au département dans la gestion du secteur médico-social et aux gériatres en tant que médiateur dans le domaine de la vieillesse. Voilà.
La catégorisation des personnes âgées dépendantes unique en Europe, outre son caractère discriminatoire, est à l'origine d'inégalités injustifiées. Et enfin, lever la barrière d'âge implique des précisions conceptuelles et sur les limites du secteur médico-social. Ces préalables pourraient alors être suivis de l'ouverture d'un nouveau droit social universel, c'est-à-dire la perte d'autonomie, c'est ce qu'on est en train de parler, reposant sur la solidarité nationale. Voilà, donc ça c'était un petit peu sur l'âge. Vite fait, après on va parler vite fait aussi du handicap, puis comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait de cette histoire? Est-ce que ça peut vous concerner un peu, cette perte d'autonomie? Mais tout le monde est concerné de toute façon, parce que, comme on dit toujours, hein, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc voilà quoi. Ok, Charlotte. Alors toi, par contre, Charlotte, c'est différent parce que toi, tu es dans le domaine médical et justement, tu t'occupes des personnes âgées. Donc là, finalement, tu le vis la perte d'autonomie. Et est-ce que là où tu es, tu le remarques que de plus en plus, ils perdent en autonomie finalement les personnes âgées? Oui, complètement. Ça peut arriver en quelques mois. Hein. On a une grand-mère où la perte d'autonomie a dégringolé en quelques mois. Maintenant, elle ne fait plus rien, c'est complètement une autre personne. Même aussi dans le milieu dans le personnel aussi, moi je le vois aussi à cause de mon accident. Il y a des choses que je ne peux plus faire et qui sont assez frustrantes. Là, je vais parler à titre personnel à Lionel. On peut parler de ta mère, par exemple. Oui, bien sûr. Avec les années. Ah ben, elle a beaucoup moins de rendement que ce qu'elle avait avant, hein, forcément. Hein, donc elle se déplace beaucoup moins vite. Elle fait des choses qu'elle ne fait plus. Elle ne fait plus certaines choses qu'elle faisait avant. Voilà quoi. Maintenant, elle fait des choses basiques, quoi. Hein, des trucs qui sont à sa portée. Quoi. Et plus les jours passent, plus elle est affaiblie, plus elle est. C'est compliqué. Et puis voilà, et puis elle a du mal à faire ce qu'elle fait d'habitude, que ce soit le ménage et tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Mais c'est ça la perte d'autonomie, malheureusement. Ensuite, au niveau du handicap, donc on parle de changement de regard qui s'observe avec la reconnaissance d'un droit à séparation pour des populations en situation d'infirmité dont ils se sentent, dont ils ne sont pas responsables. Donc la loi sur les accidents du travail reconnaît la responsabilité des employeurs et met à leur charge une assurance spécifique. C'est d'ailleurs le premier pas vers des assurances sociales qui permettent le versement d'une indemnisation au titre des infirmités acquises dans le cadre du travail. Là, on est dans le domaine du travail, attention. Ensuite, oui, ça c'était à l'époque, hein, ça date pas d'aujourd'hui quand même. Avec le temps, maintenant il y a eu la loi Jorf en 1975. Ça c'est ce qu'on voit beaucoup dans les papiers administratifs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On dit aussi que les déficiences et handicaps sont les deux faces d'une même réalité selon Wood. D'ailleurs, on dit que la première, c'est-à-dire la déficience, renvoie à la réalité physique objectivable et mesurable en termes de réduction de capacité, et la seconde renvoie à la perte des rôles sociaux d'un individu ou de groupe de personnes du fait d'une ou plusieurs déficiences. Compliqué, hein, une définition aujourd'hui, hein, je vous le cache pas. Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait, je vais pas vous embêter avec toute l'histoire toute l'historique sur la vieillesse et sur le handicap, ça sera pas à faire sur la radio. On va parler peut-être de la deuxième discrimination dans ce cas. Ouais. Ça sera plus simple, la précarité sociale. C'est ça. Voilà une discrimination qu'on attendait depuis 3 ans maintenant, qu'on en avait beaucoup parlé à la radio, et ben ça y est, c'est fait depuis le 24 juin dernier. La discrimination en raison de la précarité sociale a été votée par le Parlement, tout simplement. Rappelons que toute distinction opérée en raison de la particulière vulnérabilité de la personne résultant de sa situation économique apparente ou connue constitue une discrimination. Est-ce que vous voyez quel genre de discrimination ça peut être? Bah oui, les personnes au RSA, les personnes à la hache. Par exemple, au niveau du logement, ça peut être pareil, hein. Sachant que ça marche et au travail et au logement, la loi contre la discrimination. Par exemple, quelqu'un qui vous refuse un emploi ou un logement en raison de votre situation, c'est-à-dire par exemple, vous avez le RSA, et bien maintenant, aujourd'hui, c'est punissable. Bonne nouvelle. Ouais. On peut plus vous refuser un logement parce que vous êtes au RSA. C'est ça. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. On peut pas aussi vous refuser un emploi parce que vous êtes au RSA. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Bah si, c'est bien. C'est bien. Alors en fait, ça concerne toutes les personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté.
Et combien est le montant du seuil de pauvreté? Moins de 800, je pense. Oh non. Ah non. Oh non, 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 non. Ah non, non, c'est pas 800. C'est 971. 971 euros, si vous êtes en dessous de, si vous touchez en dessous de 971 euros, vous êtes considéré comme pauvre. Je suis pauvre. Eh ben, on n'est pas forcément fier de l'être aussi. Alors, dans un pays en constante évolution et mondialisé, un fléau qui demeure donc la pauvreté, est loin d'être isolée, elle touche actuellement 14,3% de la population, soit un enfant sur 5. Imaginez. Ouais, un enfant sur 5 est touché par la pauvreté, hein, en France. Hein. Sachez qu'un enfant sur... Putain, ils nous en veulent aujourd'hui, hein. Sachez qu'il y a aussi un enfant sur 2 dans les zones urbaines sensibles qui sont touchées par la pauvreté et elle cause de nombreuses difficultés au quotidien pour ces familles et sachez que le gouvernement a mis en place diverses mesures afin de lutter contre la pauvreté et malgré tout, un problème majeur pour ces foyers a été récemment mis en lumière, c'est-à-dire les discriminations. D'après vous, combien de millions de personnes, de ménages même, sont touchés par la pauvreté, d'après vous, en France? Je dirais 2 millions. Non. 1 500 000. Non plus. 3 millions. Non. 12 millions. Non, non, 12 millions, c'est de pauvres tout confondus. D'ailleurs, sachant que c'est... Donc je crois même que c'est 10 millions, mais bon, c'est là on parle de ménages. Alors ménage, ça veut dire des ménages. Oui, c'est fermé. Des familles, hein, aussi. C'est ceux qui sont... C'est 4 millions. 4 millions de ménages en France sont touchés par la pauvreté. Il fallait que je le dise parce que c'est quand même important de le souligner. Sachez que les personnes en situation précaire ont en effet du mal à faire respecter leurs droits ou même tout simplement à les faire valoir. Au quotidien, elles font effectivement l'objet de diverses discriminations. Et en raison de la pauvreté dans laquelle se trouvent ces familles, leur accès à un logement ou même à la santé se trouve très largement compromis, voire même impossible. Alors, en effet, elle ne peut pas, par exemple, remplir les conditions exigées pour accéder à un logement, par exemple la caution. C'est ça. La fameuse caution. Et puis il y a les fameux aussi, il faut avoir 2 fois et demi le salaire. Normalement, c'est fini. Logiquement, avec cette discrimination, maintenant c'est fini ça. Normalement, c'est fini. Normalement, ils sont en droit de te demander 1 mois de caution et le mois en cours. Stop. Là-dessus, c'est fini ça. Non, c'est ça. À l'heure actuelle, c'est ça. Alors, il faut justifier, par exemple, à l'époque, il fallait justifier d'un salaire 3 fois supérieur au montant du loyer. C'est ça. Alors, aujourd'hui, maintenant, c'est fini. Tu sais ça comment, par exemple? Moi, quand j'ai eu mon logement à Sisteron, on a donné 1 mois en cours et 1 mois de caution. Stop. D'accord. Ouais. Bah, moi, c'était pareil quand j'étais ici, c'était 1 mois de loyer et 1 mois de caution, effectivement. C'est ça. C'est tout. Mais attention, il faut bien se rappeler un détail, c'est que est-ce que les personnes pauvres ont forcément la caution? C'est ça. Voilà, le loyer encore, oui, mais est-ce qu'ils ont forcément la caution? Après la caution, tu peux toujours te renseigner auprès de la CAF. Le FSL peut-être. Hein. Qui est le FSL, qui eux peuvent te dépatouiller, je crois, une bonne partie de la caution, voire la totalité de la caution. Et alors le problème c'est que le FSL ne donne pas à tout le monde, sinon ça ferait longtemps que tout le monde est sauvé. Hein. Ça ferait longtemps que tout le monde aurait eu un logement si le FSL développerait. Ça c'est le petit problème. Alors effectivement, le problème est là, c'est qu'on peut pas refuser quelqu'un qui aurait ça, mais aussi en retour il est obligé d'avoir le strict minimum pour accéder au logement. C'est très compliqué cette histoire. Mais on peut pas, aujourd'hui un propriétaire ne peut pas dire non, je vous refuse un logement parce que vous touchez le RSA. Ça c'est maintenant aujourd'hui c'est fini ça. Et puis il y a aussi la modération des loyers. Qui fait que les loyers sont déjà beaucoup plus, on va dire, attractifs. Parce que fut un temps, il y avait la flambée des loyers où un propriétaire pouvait mettre son logement au prix où il le voulait, quoi. Hein, je veux dire, maintenant, ça c'est fini. Il est obligé de s'en tenir à un certain barème, je crois. Alors, il y a autre problème, c'est qu'il arrive aussi que des personnes ne trouvent pas de logement en raison du risque élevé d'insolvabilité, car les propriétaires refusent de louer leurs biens à des personnes en situation de précarité, et même lorsqu'elles bénéficient d'une aide au logement du montant du loyer et d'une garantie de loyer par les fonds de solidarité logement, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, ces discriminations ne sont pas sans conséquences sur les personnes concernées, elles pèsent de manière extrêmement négative sur les démarches entreprises par la personne en situation de pauvreté. Elle est un frein aussi à son ascension ou à l'évolution de sa situation. Par exemple, la personne pauvre ne peut accéder à un logement, ne peut accéder à un emploi non plus en raison de l'absence de logement. Et en conséquence, ces discriminations contribuent dans une certaine mesure à aggraver leur situation et à accroître leur exclusion sociale. Et on te pousse gentiment vers la sortie. Il faut connaître le cercle vicieux. Hein. Le cercle vicieux, logement, travail, et le troisième ? Quels sont les trois principes fondamentaux ? Le social après. Non. Les 3 principes fondamentaux que tout le monde doit avoir.
et ça c'est les droits de l'homme, hein. Les 3 principes. Et puis en plus c'est un cercle vicieux. Hein. Logement, travail, et le 3e... Argent. Non, pas argent. Et là, c'est le drame. Eh ben la santé. Ah oui. Bah enfin, oui. T'as intérêt d'être en bonne santé, sinon comment tu vas faire, pourquoi les cercles vicieux? Parce que pour travailler, t'as intérêt d'être en bonne santé, pour avoir un logement, il faut que tu aies un travail, vous voyez ce que je veux dire, le cercle vicieux, et pour le fameux cercle vicieux, des 3 principes fondamentaux qui fait ça. Vous n'êtes pas enfant aujourd'hui, je sais pas ce que vous avez, mais... C'est la reprise. C'est la reprise. Alors, en conclusion, aujourd'hui, toute distinction opérée en raison de la particulière vulnérabilité de la personne résultant de sa situation économique apparente ou connue constitue une discrimination et peut faire l'objet de sanctions, notamment pénales, aujourd'hui. Cette proposition est portée depuis près de 30 ans quand même, notamment par ATD Quart Monde. C'est quand même, parce que c'est quand même avec eux qu'on a travaillé aussi pour faire cette discrimination. D'ailleurs, on a fait un grand débat là-dessus en 2014 qu'on a été partenaire avec Bordeaux. Il y a aussi la CNCDH, c'est-à-dire la Commission des droits de l'homme, là qui ont beaucoup porté ce projet. Et il y a un avis émis par cette dernière en 2013 qui réclame la reconnaissance de la précarité sociale comme facteur discriminant passible de poursuite pénale. Alors en mai 2016, le Conseil économique, social et environnemental soutenait à son tour dans son avis sur l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage. On n'a pas parlé du chômage et ça en fait partie malheureusement. Il y a donc la création de ce motif, sachant que le chômage est un puissant vecteur de précarité sociale pouvant mener à la grande pauvreté. Qui a déjà touché le chômage? Moi. Est-ce que tu t'es senti pauvre quand tu as touché le chômage? Non. Ah, tu t'es pas senti concerné. Il y a une chose que je me souviens, ça date de loin maintenant. Je me souviens que quand tu m'avais dit que tu étais au RSA, tu te sentais pas pauvre. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit il y a 2 ans? Pourquoi t'avais dit ça? Et je le dis et je le redis encore, puisque j'arrive à vivre, donc voilà quoi, j'ai encore un toit sous ma tête, j'ai à manger dans le frigo, donc et puis j'arrive à vivre normalement, quoi. Donc je veux dire, je peux pas me considérer comme pauvre, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Charlotte? Oui. Oui, tu nous écoutes au moins, Charlotte. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça aussi? Est-ce que tu trouves que quelqu'un qui aurait ça est forcément pauvre? Après, ça dépend comment il le perçoit aussi. Moi, je pense pas. Moi, j'en connais plusieurs qui sont au RSA. Je leur ai posé la question. Ils se sont diminués par rapport aux gens qui gagnent leur vie, on va dire normalement, mais ils se sont pas plus pauvres que ça. D'accord. Alors, autre chose, il y a un sondage qui date de mars 2016, que 95% des salariés, retraités et chômeurs sont convaincus qu'il est facile, voire très facile, de basculer dans la précarité. 95%. C'est vrai que c'est plus facile d'aller vers le bas que d'aller vers le haut. Et puis on a toujours dit une phrase, n'importe qui du jour au lendemain peut basculer. On l'a toujours dit avec l'association. On l'a toujours dit avec notre association pendant des années, même à la radio, tout ça, on a dit que n'importe qui du jour au lendemain peut basculer. Un milliardaire peut tomber du jour au lendemain au plus bas. Alors un milliardaire, ça peut arriver. Ouh là là, il faut qu'il soit saisi à fond. Alors un milliardaire, voilà, il faut qu'il soit en fraude. Il suffit qu'il tombe dans des gros trafics, dans des gros machins, et c'est fini. Selon où tu es, selon les pays où tu vas te trouver, ça va vite. Hein. Voilà, donc ça vous êtes d'accord avec ce sondage en fait, hein, et puis ça correspond avec tout ce qu'on a dit aussi depuis des années avec la radio. Ensuite, au-delà des possibilités juridiques ainsi ouvertes par les parlementaires, c'est un message symbolique fort qui est envoyé à la société, aux institutions et aux responsables politiques, à la communauté du monde du travail et à l'ensemble des salariés pour faire respecter la dignité des personnes sans emploi et précaires, et enfin aussi stopper les discours négatifs qui les frappent au cœur, respecter leurs droits, reconnaître le chômage et la précarité comme des fléaux qu'il convient de combattre par des politiques économiques et sociales rompant avec le dogme du soi-disant coût de travail. Donc les virgules et les points, il faut les chercher avec ça. Alors, pour lutter contre la précarité sociale dont l'ampleur est à ce jour inégalée, et à l'inverse du projet de loi travail, rejeté par la majorité des salariés, les lois doivent être porteuses de progrès social et non de régression des droits des personnes. Vous êtes d'accord avec ça? Et enfin, la CGT appelle à soutenir et utiliser ce nouvel outil partout où il est porté atteinte aux droits, à l'image, à la dignité des femmes, des hommes, des enfants en situation précaire. Et elle appelle aussi à amplifier les luttes pour des politiques de développement humain, économiquement et écologiquement responsables.
Voilà les 2 critères de discrimination. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ces 2 nouvelles discriminations? Est-ce que vous les trouvez logiques, normales, que la grande précarité, c'est logique, c'est attendu. Elles sont la bienvenue de toute façon. Hein. On arrive à un stade où il devient de plus en plus compliqué d'avoir un toit, d'avoir beaucoup de choses. Donc elles sont quand même la bienvenue. Et puis les propriétaires, ça va leur permettre aussi un peu de les calmer 5 minutes, parce que bon, de vouloir te foutre dehors pour un oui, pour un non, voilà. Est-ce que... Bon, la perte d'autonomie, bon, je pense qu'on a fait le tour aussi. Est-ce que vous... Par exemple, on est à 22 discriminations aujourd'hui. Est-ce que vous voyez d'autres discriminations qui pourraient être incluses dans la loi? Est-ce qu'il y a d'autres critères qui vous semblent nécessaires à mettre dans la loi? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Aux critères qui sont possibles et qu'il faut mettre? Alors, est-ce que moi, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais moi, c'est tout ce qui est en relation avec le terrorisme. Alors là, je ne vois pas, parce que où c'est que tu vois une discrimination vers le terrorisme? Quand quelqu'un qui fait du terrorisme, c'est qu'il a une haine envers nous, envers le peuple français. Est-ce que ça on peut considérer comme discriminatoire? Là, on rentre dans l'origine et le racisme. Donc, si tu dis que c'est envers la France, c'est une histoire d'origine et de racisme et même de religion. Donc, les 3 sont déjà des critères de discrimination. Ouais. Donc là-dessus, c'est pas possible. Par contre, quand tu dis terrorisme, voilà quoi. Est-ce que par exemple, on en reparlera dans les actus tout à l'heure, est-ce que vous voyez où on peut cataloguer aussi la discrimination vers les réfugiés? Où est-ce qu'on peut les mettre? Dans quelle catégorie? Là, pour moi, il y en a plusieurs. La classe sociale déjà. Racisme. La précarité. La précarité, c'est ce qu'on vient de dire. Et la religion, des fois aussi. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. On en parlera tout à l'heure parce qu'il y a eu des événements récents au niveau des réfugiés. On va voir. Il y en a d'autres qui sont bien positifs, même. J'ai entendu ça à la radio. Ouais, et puis qui sont aussi installés dans des petits villages. Je ne sais pas si on est forcément d'accord avec ça quand même. Hein. Est-ce que vous voyez d'autres choses sinon? Alors pour une fois, vous avez vu que le sujet est très court aujourd'hui. Comme ça, on aura largement le temps de faire toutes les actus. Regardez, il est déjà 16h15. Discrimination sur ceux qui ont des voitures, des grosses voitures et des petites voitures. Bah ouais. Ceux qui ont les moyens de se payer une voiture ou pas. C'est encore des choses sociales. Ouais, mais parce qu'il y en a qui travaillent d'arrache-pied et qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une voiture. Bah c'est du social. À ma vie. Bah, on l'a déjà fait. Bah oui, mais je sais pas comment expliquer. Comme ceux qui peuvent plus ou moins se payer le permis, quoi, je veux dire, c'est toujours pareil. Alors oui, il y a le social, mais tu travailles, quoi. Je veux dire, dans le sens où tu bosses, je veux dire, celui qui va avoir un CDI et qui gagne 1200 € net, donc il y en a qui sont qui travaillent pas du tout, et qui sont à moins que ça. Est-ce que alors, je vais vous faire un petit test. Est-ce que vous vous rappelez des 22 discriminations qui sont reconnues dans la loi? Et là, c'est le drame. La religion, l'ethnie, la race, l'exclusion sociale, je vais la mettre. Alors ça, c'est la précarité sociale, c'est pas l'exclusion sociale. La religion. Tu l'as déjà dit. Je l'ai déjà dit. Le sexe. Oui. L'ethnie, je l'ai dit. Oh là là. Il y en a plein. Il y en a 22. Oui, il y en a 22. Il y a... C'est bien Lionel, t'as tout pensé sur l'orientation sexuelle, mais je ne t'en veux pas. Si, mais celle-là, je vais pas la dire en premier, elle est connue celle-là. Oui, mais tu l'as pas dit. C'est surtout celles qui sont ceux qui sont le moins, on va dire, le moins employés entre parenthèses. Alors peut-être que Charlotte en a d'autres. Le handicap, la santé. Je suis en train de chercher aussi. Ou ça sur Google. La plupart que je cherchais, que je les avais en tête, Lionel les a dit. Ouais, et puis comme par hasard, il y a le handicap, la santé. Handicap et santé, c'est 2 critères de discrimination différentes. Donc on est bien d'accord. Hein. C'est pour ça que je te dis. Apparence physique. L'apparence physique. Alors après, est-ce que après il y a des termes de discrimination qui sont pas forcément de notre domaine et puis en plus on ne comprend pas forcément. Des trucs politiques. Alors politique, c'est pas notre domaine, ça c'est clair. Les syndicats.
C'est ça. Voilà, c'est pas notre critère de discrimination. Après, il y a une discrimination vraiment bizarre que tout le monde ne comprend pas, c'est le côté ADN. L'ADN, la grossesse. L'état de grossesse, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais par contre, l'ADN... Alors là, franchement... Il y a aussi sur le logement, je crois. Sur le lieu de résidence. Voilà, le lieu de résidence. Parce que je me rappelle des maisons. Le lieu de résidence. Alors, syndicat, politique, état de grossesse. Il y a le genre, il ne faut pas l'oublier, l'identité du genre, hein, qui est un critère de discrimination. Le sexe, on l'a dit. Alors, la race, l'ethnie, l'origine, attention, c'est 3 termes de discrimination différents. L'appartenance à une ethnie, c'est voilà, l'appartenance à une race. Ça, c'est 2 choses différentes. Je pense pas qu'on a dit les 22, mais je pense qu'on a dit beaucoup. Il y a l'âge, on a oublié de dire l'âge, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des critères de discrimination qui vous trouvez inutiles ou est-ce que qui vous trouvez bizarres, louches, que vous comprenez pas dans les 22? Bah après. Est-ce qu'on peut déjà discriminer franchement un parti politique? Bah moi, je trouve ça débile parce que je veux dire chacun est libre d'être de n'importe quel parti. Soit de droite, de gauche, d'extrême, ou tout ça, on s'en fout. Je veux dire, c'est chacun a son choix. Donc je vois pas en quoi j'irais te discriminer, par exemple, toi qui es quelqu'un de gauche, et moi qui serais quelqu'un d'extrême gauche, par exemple, pourquoi j'irais te discriminer par rapport à ton parti? C'est débile, quoi. Alors pour être exact, c'est les opinions politiques. Hein, ouais, mais c'est débile. C'est idiot. Moi, je trouve. C'est débile. C'est justement ce qui fait un débat. Donc, j'ai toujours été contre les opinions du Front National. Je vais pas m'empêcher, je vais pas leur dire, je vais pas les accueillir parce qu'il faut pas les discriminer. Faut pas non plus exagérer. Ils vont déjà trop loin au niveau des paroles. Non, mais il y a pas besoin de discriminer pour ne pas être d'accord. Je veux dire, moi qui a été sous la coupe pendant des années dans les clans du Front National, je me suis jamais permis de discriminer ou de porter un jugement entre parenthèses sur une autre personne ou un ami de la famille ou n'importe quoi qui avait d'autres opinions politiques par rapport aux miennes. Je veux dire, donc voilà quoi, je veux dire, et justement ça nous permettait justement d'en discuter tous les deux et même limite de trouver un terrain d'entente, quoi, on va dire. C'est pas mieux, les syndicats sont encore, on comprend encore moins discriminer la CGT. Bah, je me demande pourquoi ça y est dedans d'ailleurs. Ben justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'il y a pour vous des discriminations qui Parce qu'il y en a un qui est pour les patrons, l'autre est pour les ouvriers, l'autre est pour les je sais plus quoi. Parce que je crois que la CFDT c'est pour les patrons, je crois. Et la CGT, je crois que c'est les ouvriers, comme force ouvrière aussi. Enfin, je sais plus, il y a un truc, et bon, voilà. Il y en a qui défendent les patrons et d'autres qui défendent les salariés et ouvriers. Et puis, pour moi, la plus bizarre c'est l'ADN. Alors, c'est vrai que je discriminer une personne pour son ADN. Bah, écoute, t'as pas le même ADN que moi, donc t'es pas normal, c'est tout. Le côté génétique, si vous préférez, vous savez, les trucs, les chromosomes, tout ça. Oh là là. Comment on peut discriminer pour des chromosomes? Dis-le, quand t'es né, t'avais pas de nombril. Vas-y, dis-le. Non mais honnêtement, je vois pas. Et puis en plus, au niveau du travail, y a pas écrit j'ai 23 chromosomes sur mon front. Non, moi à partir de 24. Parce que en fait, c'est le but des discriminations reconnues, c'est au niveau du travail et dans le logement. Je savais pas qu'on parlait de chromosomes et d'ADN. Il y a des trucs, c'est absurde. Après, faudrait voir les textes de loi, tu vois, qui proposent justement par rapport à cette discrimination-là. Je pense qu'on trouverait des surprises quand même. Lieu de résidence, vous savez pourquoi? Est-ce que tu te rappelles du lieu de résidence? C'est ceux qui sont en HLM, ceux qui sont en voilà, villa, c'est ça. Alors HLM aussi dans les UP, sociaux, pardon. Dans les UP aussi, dans les banlieues. Voilà, dans les banlieues et ceux qui sont dans les grosses résidences privées. Voilà. Donc on peut discriminer des personnes qui sont et qui vivent dans des banlieues. Et ça existe. Comment on pourrait dire que il y en a qui vivent dans des logements sociaux et que moi je suis dans une villa. C'est ça. Voilà. Et on te dit tiens, j'ai peur, je vais pas rencontrer cette personne, je vais pas la fréquenter parce qu'il est dans un HLM. C'est tellement moi j'ai des collègues qui vivent en HLM et ça me dérange pas. J'ai vécu en HLM aussi, donc c'est tellement stupide ça aussi. Il est blême mon HLM, il est blême. Ouais, merci Renaud. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres la religion? Alors ça c'est la religion. C'est délicat la religion. C'est pour ça que la religion, pardon, c'est délicat. C'est pour ça qu'on a décidé avec l'association de ne pas faire de catégorie religion, parce que nous d'abord il n'y a pas de différence au niveau des religions. Je vois pas pourquoi on va. Non, voilà, on a discuté. Je sais pas si tu te rappelles. On avait discuté en off avec le gars de chez DC TV
quand on avait parlé de ce qu'on pensait du burkini, par exemple, du burkini. Moi, comme je dis, là où on a été en vacances, on en a vu. Moi, personnellement, ça m'a pas choqué, quoi. Je veux dire, la personne est libre de faire ce qu'elle veut, de se baigner comme elle veut, hein, comme celui qui fait du naturisme, il fait ce qu'il veut, quoi, je veux dire. Moi, ça m'a jamais dérangé, quoi, pas plus que ça. En conclusion, il faut quand même rappeler les 5 axes de l'association, au niveau de discrimination. La santé, le handicap. Ah non, je suis pas d'accord. Santé et handicap, c'est le même axe. Non, c'est pas le même axe. C'est des discriminations différentes. Ah oui, mais c'est la même catégorie. Alors, la première catégorie, c'est sur l'homosexualité. Donc, j'ai trouvé ça autrement. Hein? Oui, vas-y, continue. Voilà, le combat LGBT. On va dire ça comme ça. LGBT, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Que veut dire LGBT? Lesbienne, gay, bi, trans. Et on rajoute le H pour les parce que l'égalité des droits pour tous. Donc on rajoute également le H dans LGBT. Ensuite, deuxièmement. Ben, on va revenir, le handicap et la santé. Pourquoi? Alors, handicap et santé, pourquoi on avait choisi ce thème? Parce que c'est ton domaine. Ça y est, voilà, ça va me retomber sur la tronche. Handicap santé, parce que c'est mon domaine. D'abord, je suis pas d'accord avec toi, le handicap si tu veux, mais la santé, ça concerne tout le monde. Oui. Je suis pas d'accord avec toi sur ça. C'est là que je suis pas content quand j'entends ça. C'est un seul et même groupe, donc non, mais je suis d'accord. Mais de là dire que la santé, ça concerne moi, je suis pas d'accord. La santé, ça concerne tout le monde. Tout le monde peut être victime de santé, n'est-ce pas, Charlotte? Voilà, n'importe qui peut avoir des soucis de santé, n'est-ce pas, Lionel? On est d'accord. Ouais. Donc, après, j'ai jamais dit que le handicap ça concerne tout le monde. Le handicap, c'est ceux qui sont touchés. Mais après, il y a la précarité sociale. En sachant que dans le domaine de la santé, il y a un sujet qui nous concerne tous. Enfin, qui a un combat très important avec l'association. Oui. Le sida. C'est le sida, donc le SIDA. Donc c'est quand même ce n'est pas rien. Et puis il faut pas oublier qu'il y a le Téléthon derrière. Voilà, j'espère qu'il y aura quelque chose cette année à Sisteron, on s'en enseignera. Alors le Téléthon, je tiens à préciser aussi une chose parce que j'ai vu des trucs aberrants sur Facebook. Le Téléthon, donc c'est une association, organisme, association, machin. Oui, c'est la FM, oui. Voilà, d'accord. C'est pas des tons qui passent à la télé. Je tiens à préciser, parce que j'ai vu des trucs sur Facebook, le Téléthon, c'est un nouveau truc, une émission où c'est des tons qui passent à la télé, enfin j'ai vu des ahurissants. Personnellement, je trouve ça très grave. Parce que ce sont des paroles, justement, c'est un manque de respect, d'abord, Alors quand ils disent de ton, ils parlent du poisson, ils parlent pas des personnes... mais tu réfléchis, quand tu traites quelqu'un de ton, excuse-moi, c'est pas forcément bon. Non, mais justement, c'est pour ça que je précise bien que sur ce que j'ai vu moi sur Facebook, c'est bien le thon, le poisson qui est représenté, c'est pas le thon personne qui est discriminée par rapport à son apparence physique. D'accord. Ah mais moi je suis pas d'accord parce que quand j'entends ça, tiens il y a que des thons, et moi je suis désolé, on est en train de critiquer l'apparence physique là. Mais si on est en train de se baigner, que je te dis dans la mer il y a que des thons, tu vas pas le prendre pour toi quand même. Il y a de la mer, non mais t'as pas compris, mais là tu dis que dans le Téléthon il y a que des thons. Réfléchis. Oui. Il faut. Oui, mais bon, moi j'ai vu le truc, donc après je vois. Alors, moi je vois le contexte comme ça. Après, chacun le voit différemment. Je sais pas comment tu le vois, toi, Charlotte, quand tu entends ça, mais. Moi, c'est faux. Ça me fait même pas sourire ni rien parce que pour moi c'est une humour vraiment très très con. Quelqu'un qui te sort ça, le Téléthon, c'est la télé pour les tons. Franchement, tu te demandes d'où il sort. Là, ça revient à la question, peut-on rire de tout? On en a parlé il y a 2 jours de ça. Ouais. On a fait un débat l'année dernière aussi. Peut-on rire de tout, franchement? Moi, oui. Parce que pour toi, ça te fait rire. C'est stupide, bah ouais, ça me fait rire. D'accord. Non, moi je trouve pas ça drôle. J'aime l'humour noir, c'est pas de ma faute. Ça peut me faire rigoler, mais avec un certain respect aussi. C'est ça, notamment qu'on parle d'un sujet très grave. Non mais, moi j'ai vu le contexte. Après c'était pas du tout visé vers la discrimination du fait de l'apparence physique d'une personne. Loin de là. Ça représente le poisson, quoi. Je veux dire, donc on va pas discriminer les poissons maintenant. À moins qu'il y ait une discrimination vers les poissons, mais je le sais pas. Moi, je l'entends. Disons que toi, tu l'entends comme ça, moi, je l'entends autrement. C'est parce que je l'ai vu comme ça. Mais pas moi je l'entends autrement. Visuellement parlant, c'était comme ça. Ah, visuellement, mais quand tu l'as dit, le fait que tu nous dises comme ça, moi, je l'entends autrement. Tu vois oui. C'est pour ça que, voilà, quoi. Bon, après, chacun son opinion, hein, je vous le dis franchement.
Donc voilà, est-ce que donc les 5 axes, on revient là-dessus, donc l'orientation sexuelle, donc c'est-à-dire le combat LGBT et puis plus H, on peut dire aussi. LGBTH. Le handicap et la santé qui font partie de la même catégorie. La précarité sociale. L'exclusion sociale. Oui, Parce qu'on a englobé pas mal de choses. L'origine et la race, le racisme bien sûr, et le 5e, tu t'en souviens? L'égalité des sexes. C'est ce que fait d'ailleurs Angélique. En parlant de ça, au niveau de l'association, nouveau membre du bureau, qui remplace donc au poste de secrétaire Alex, pour des raisons personnelles et professionnelles. Donc voilà, Angélique Lucchetti qui récupère le poste de secrétaire. On la félicite et j'espère que la prochaine fois elle sera là, parce qu'il faut qu'elle assume son rôle. Elle a récupéré le poste de secrétaire il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, qui est ma collaboratrice pour les événements, l'auto, etc. Je pensais que tu allais dire que c'est ta secrétaire personnelle. Maintenant, si tu veux que ce soit ma secrétaire. Oui, bien sûr. De la discrimination vers moi, de la discrimination vers le président. Ah bah voilà, tiens, je vais mettre ça en 23e. Pauvre François Hollande. Voilà. Non, mais bon, voilà, nouvelle venue et puis très active. Ah oui, ça je dis pas le contraire. Puis elle est à fond, elle est à fond dedans. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Complètement. D'ailleurs, j'adresse un message à Aurélien qui nous écoute. Il pourrait nous appeler quand même, parce qu'il a envoyé des messages Facebook ou texto en disant que tu as une belle voix. C'est ça, Lionel. Oui, c'est ça. T'as une belle voix. Il kiffe ma voix. Oh, bonjour. Tu veux qu'on fasse Lionel aujourd'hui? Ah non. Ah si. Non. Ah, vas-y, fais ton petit côté Allez, Lionel. Non, je serais incapable de le faire en plus. Donc, non. Bonjour. Bah, Lionel. vas-y. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Ça va? Bien et vous? Ah oui. Attention, tu vas tout rouge. Ah, je sais pas. Fais gaffe, tu vas faire bander les auditeurs là. On est mal barré là. Que le micro se redresse tout seul. Et pourquoi pas faire une chronique Lyonnais là? Ah ouais, super. Ah ouais, trop cool. Et pourquoi pas Lionel pourrait faire sa chronique? Heureusement que c'est pas Nabila, parce que alors là, on se peut pas sortir de là. Non, mais j'imagine Lionel faire du secourisme. Alors, vous vous mettez en avant. J'aime quand tu Il faut bien me pencher. Vous vous penchez à l'avant. D'où pourquoi l'utilité de faire une vidéo. Peut-être qu'il va nous faire le coup, tu sais les téléphones roses. Ah. Bonsoir. Non, ça sera plutôt bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur 3615 Equality. Oh, 3615 Equality. Et puis c'est passé beaucoup de choses cet été. On va en parler, on va commencer par... Cet été, pas cet été. Attention. 7 CET et plus loin été, oui. Oh non. Non, je viens de comprendre. C'est nul. Mais c'est bon, c'est ça, mais ça marche. Ouais, voilà, ça c'est ton truc. Bon, parlons tout ce qu'on veut. Parlons bien. Voilà, c'est ça, je vais y arriver. Je voudrais qu'on reparle de l'attentat de Nice, qui a eu lieu le 14 juillet dernier. Je voudrais parce qu'on n'a pas eu le loisir cet été de faire une émission dédiée aux victimes. Je rappelle les faits avant et après on en parle. Donc d'abord un homme qui a foncé dans la foule avec un camion après le feu d'artifice du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Il a fait 84 morts. Donc 86, ça c'est le bilan. C'est 86, ça a changé. 86 morts et plus d'une centaine de victimes. Ah, ça a changé. 86, ouais. D'accord. Alors je rappelle que c'est un terroriste qui est sans doute lié à l'islamisme radical d'une manière ou d'une autre. Et sachant que Manuel Valls a indiqué aussi qu'ils ont fait, il a indiqué qu'il y aura eu 3 jours de deuil national entre le 16 et le 18 juillet. C'est ce qu'on a fait à Sisteron, on en parlera après. Donc vous m'avez dit 86 morts et plus d'une centaine de victimes. Et plus d'une centaine de victimes. Moi, parce qu'on me parle de 202 blessés. Alors parmi les 86 morts, il y a carrément une famille entière qui habitait Passy, et Passy c'est en Haute-Savoie, juste à côté d'Annecy. Ah, Passy, je connais ça. Auteuil-Passy, oui, je connais ça. Et c'est pas du gâteau aussi, hein. Bref. C'est nul. C'est pas grave, j'essaye d'en mettre une, j'essaye. En plus, dans un moment dramatique comme ça, c'est pas cool. Donc 202 blessés, moi c'est ce que j'ai il y a eu 10 enfants qui sont parmi les victimes aussi. Il y a des enfants qui sont morts. Ça je crois que c'est la chose la plus difficile qu'on ait à digérer de toute façon. Il y a eu 52 qui ont été en état d'urgence à cette époque aussi, 52 personnes au moment des faits. Il y a eu des papiers qui ont été retrouvés à l'intérieur du véhicule.
Et après vérification, il s'agit de ceux du conducteur abattu. C'est un Tunisien de 31 ans qui est domicilié à Nice. Et selon une source policière, l'homme n'était pas connu des services de renseignement pour radicalisation. Il était en revanche connu de la police pour des faits de droit commun, principalement des violences. Et il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis en mars 2016 pour des faits de violence avec arme. Est-ce que vous voulez rajouter des choses ? Oui, de toute façon, il y a beaucoup de choses à dire, de toute façon, sur ce drame. Nous, Assisterons, on a fait, avec l'association d'ailleurs, on a fait, et puis toi avec la protection civile, qui était présente sur les lieux. On a assisté à l'hommage qu'il y a eu à Assisterons, ça a été très... Et puis ce que j'aimais bien Assisterons, c'est une autre forme d'hommage. C'est au lieu de faire une minute de silence, je sais pas ce que tu en penses Charlotte, parce que tu étais pas là, au lieu de faire une minute de silence, on a applaudi pendant 1 minute. Et c'est ce qui s'était passé aussi pour une minute de silence à Nice. D'ailleurs, ils ont applaudi pendant je sais pas combien de minutes, même plus que une. Je crois que c'était 3 minutes. J'ai trouvé ça vachement bien par contre. C'était émouvant, sachant que cette année, le 14 octobre, si je ne me trompe pas, il y aura un hommage national qui sera rendu encore à Nice, en présence du président de la République. Voilà. Et pourquoi 14 octobre pourquoi maintenant pourquoi pas plus tôt Je sais pas. Ça, c'est pas moi qui décide. Non, c'est pour ça que je pose la question. Vu que ça s'est passé un 14 juillet, je pense qu'ils voulaient marquer plus la date, donc le 14. D'accord, mais c'est quand même étonnant qu'on l'a pas fait par exemple en août. Ouais, je sais pas. C'est un exemple que je vous donne. Pourquoi 14 octobre et pas 14 août ou 14 parce qu'il y avait le foot, c'est pour ça. Il y avait encore des risques, c'est ça ? Il y avait encore des menaces aussi en même temps, je crois. Il y en a eu aussi en septembre. Oui, puis il y a même eu un exercice là dernièrement qui a été... Alors ça reste un exercice, sur Gap, qui a été fait par les forces de l'ordre, les pompiers, etc. Sur une attaque massive dans un centre commercial en vue d'une attaque terrorisme. Voilà. Donc voilà, moi ce qui m'avait le plus, c'est pour ça que il y avait l'émotion qui avait pris dessus, c'était surtout pour les enfants en fait. Moi les enfants, ça m'a vraiment tué en fait. Moi j'ai eu un gros coup de gueule au niveau des forces de l'ordre. Ah, dans quel sens ? Dans le sens où j'ai pas compris que foutait ce camion là, quoi. En sachant que toutes les rues étaient barrées, tous les accès étaient barrés, et on a laissé ce camion là au milieu, sans sécurité, sans surveillance, sans rien. Et que quelques jours avant que ça se passe, ils ont remarqué sur les vidéos que ce camion-là, assez tard le soir et assez tôt le matin, faisait des allers-retours. Et qu'un camion de je sais pas, il me semble que c'était 19 tonnes, n'avait pas le droit de circuler sur la promenade des Anglais. C'est ça, c'est un camion frigorifique. Donc rien que pour ça, vous avez un coup de gueule envers les forces de l'ordre. L'incompréhension totalement. Et puis aussi, alors je peux pas parler, enfin moi je parlerai pas de courage, mais je parlerai plus d'inconscience, dans le sens où des personnes se sont jetées sur le camion pour l'arrêter, pour essayer d'arrêter le chauffeur, tout ça, notamment un gars qui est en scooter, qui s'est mis à hauteur du camion pour essayer de sauter sur la portière pour arrêter le gars. J'ai trouvé ça, j'appelle pas ça de tentative d'héroïsme ou quoi que ce soit, j'appelle plus ça de l'inconscience, parce qu'il aurait pu... Il aurait pu être tué, quoi, je veux dire, hein, donc c'est un acte plus que inconscient pour ma part, donc voilà. Puis bon, on a perdu aussi des collègues, hein, je tiens à le dire, on a perdu des collègues aussi, donc... Enfin, moi, pour ma part, j'ai perdu 3 collègues. Donc voilà, qui étaient 3 collègues de la Protec, qui étaient en civil sur les lieux, donc voilà. Et qui ont été touchés par le camion. C'est ça. Je sais pas ce qui se passe dehors, et tu sais, parce que j'ai jamais entendu autant de voitures et de motos. Il n'y a rien aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine. Oui, parce que c'est étonnant. La semaine prochaine, c'est la foire. C'est étonnant qu'on entend autant de voitures et de motos aujourd'hui. Il n'y a pas un mariage, non ? Non, c'est bien le plat, il pleut, donc... Ouais, mais... aussi. Donc, voilà. C'est étonnant, en tout cas, aujourd'hui, qu'on entend autant de... Non, il n'y a pas de bordel l'été, mais quand il pleut, il y a plus de bordel qu'autre chose. Donc, nous, on s'excuse pour les petits bruits dehors. Malheureusement, on n'y est pour rien. On est sur une place, donc forcément... Voilà, à Nice, ça a été encore un attentat de plus et de trop. Et je pense que c'est pas fini. Hein. Et c'est pas fini, mais non, puisque maintenant des exercices se font un peu de partout. On est assez sollicité comme ça au niveau Protec, donc voilà quoi, je veux dire. Donc... C'est pour ça qu'il y avait un hommage aussi avec la protection civile pour rendre hommage aux 3 personnes de la Protec. Voilà. D'accord, effectivement. Et pour les pompiers ? Parce que j'ai vu qu'on avait beaucoup rendu hommage aux pompiers aussi. Oui. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu des blessés parmi les pompiers, hein, puisque
voilà, il y a eu des blessés. Je pense pas qu'il y ait eu de décès au niveau des pompiers. Et puis voilà, pour la réactivité aussi qu'ils ont eu sur les lieux. Donc là, par contre, tu vois, c'était un exercice digne d'un PSC. D'accord. Voilà, là, c'est l'attaque de masse, donc c'est rien, hein, c'est juste mettre les personnes en position latérale de sécurité et laisser faire les professionnels compétents à soigner la bobologie pour ceux qui avaient de la petite bobologie et plus grave pour ceux qui avaient plus grave. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'attentat de Nice? Non. Ben non. Charlotte, ça reste. Non plus. Non. Ça reste odieux, quoi. Et ça puis, reste traumatisant surtout. C'est ça. évidemment, on pense bien sûr aux familles, Des victimes. victimes. Voilà, toutes nos pensées vont aux familles. Moi, je vais essayer de voir un petit peu avec les autorités de Protec, voir si on se rend sur l'hommage le 14 octobre. Un peu ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu, et puis voilà. D'accord, en tenue, bien sûr. Ah, tout à fait. On continue. Autre fait qui s'est déroulé le 26 juillet cette fois, c'était l'attaque à Saint-Étienne-du-Rouvray. Est-ce que ça vous parle, cette attaque? Ouais, c'est le père Hamel qui s'est fait égorger. C'est ça. Alors, il s'appelle Jacques Hamel, c'est un prêtre de 86 ans. Qui a été tué à l'arme blanche alors qu'il célébrait une messe dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime. Donc l'attaque a été perpétrée par 2 hommes ensuite abattus par la brigade de recherche et d'intervention le BRI sur le parvis de l'église de Saint-Étienne. Donc un paroissien a été grièvement blessé au thorax. Donc voilà, donc ça c'est le bilan. Alors je vais vous faire un petit peu de détails. Ça s'est passé à 9h25 du matin lorsque 2 hommes surgissent par l'arrière du bâtiment dans la petite église de cette commune populaire. La messe quotidienne n'est pas encore terminée et sur place un prêtre, le père Hamel, 3 religieuses et un couple de paroissiens. Une fois à l'intérieur, un des assaillants fait un peu comme un sermon autour de l'autel en arabe, qui racontera, d'ailleurs c'est ce qu'a raconté une des religieuses se présente, c'est la sœur Danielle. Selon elle d'ailleurs, alors que tout le monde criait, ils ont crié, sachant que les 2 hommes après ont forcé le prêtre à se mettre à genoux, et le prêtre a voulu après se défendre, et c'est là que le drame a commencé. Alors, la sœur Danielle qui parvient à prendre la fuite, les 2 hommes munis d'armes blanches prennent les 5 personnes restantes en otage. Dans l'église, on retrouve le corps du prêtre tué par arme blanche à la gorge et au thorax, et celui d'un paroissien blessé par arme blanche à la gorge, et dont les jours ne sont plus en danger juste après. Un des 2 terroristes était porteur d'un faux engin explosif et de 3 couteaux. L'autre tenait un minuteur de cuisine et portait un sac à dos à l'intérieur duquel a été trouvé un faux engin explosif. L'un des 2 terroristes a été formellement identifié. Il s'appelait Adelka, il avait 19 ans. Et qu'il était fiché S. Et il était fiché S, effectivement. Ouais. Alors là aussi, encore un drame. Oui, un drame, et puis que fait la justice? Encore une fois, une personne fichée S et qui est en totale liberté. Pas logique. Alors voilà, c'est aussi une des questions qu'on se pose. Pourquoi les fichiers S finalement sont encore... ils sont sous surveillance, si je ne me trompe pas. Ils sont censés être sous surveillance. Et puis, la preuve, hein, ils sont tellement bien surveillés que ça ne les empêche pas de commettre des actes... Et oui, à tout moment en plus. Hein. C'est ça. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de ceux qui sont fichés S? Fichier S, créer un centre de détention, hein, carrément, hein, et garder ces personnes... Au lieu de prendre des risques et qu'on se fasse tuer... Ok. Et toi, Charlotte? Moi, franchement, c'est même pas faire un centre, c'est de... Ouais, tout ce qui est... Enfin, excusez-moi de dire ça, parce qu'il y a tellement de passé de choses avec les personnes fichées S, moi c'est tous bien débuté, je suis désolé, mais... Est-ce qu'on doit franchement penser à la mort? Oui et non, parce qu'ils font des victimes innocentes. Donc pourquoi aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on devrait remettre la peine de mort envers le terrorisme? Franchement, oui. Si on remet la peine de mort envers le terrorisme, après ça ouvre la porte envers beaucoup de choses. Ça ouvre la porte après à beaucoup de choses, effectivement. Mais malheureusement, on ouvre la porte à beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il y a des victimes, des innocents qui sont tués malheureusement parce qu'ils sont en liberté. Et la faute à qui? Donc le problème, il est là. La faute à qui? La faute à qui? À beaucoup de monde. Oui. À beaucoup de monde. On ouvre les portes à des pays qu'on sait sensibles. On les accueille dans une Union européenne. Moi je dis que ça se trie sur le volet, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, pourquoi pas faire rentrer la Corée du Nord aussi dans l'Union européenne? Oh, il manquerait plus que ça. Allons-y, hein, on en a fait rentrer plus d'un. Hein. Donc voilà, quoi, je veux dire.
Donc ça c'était le deuxième sujet, il y en a d'autres, j'en ai plein d'autres à vous communiquer. L'affaire Barbarin, ça vous parle, vous rappelez qu'on en avait parlé beaucoup dans la saison précédente. Eh bien j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que l'affaire Barbarin est classée sans suite. Ah oui. Voilà, donc... tu peux juste me rappeler ce que c'était comme affaire ? C'était l'affaire de pédophilie. Oui. Et donc l'affaire Barbarin qui a été classée sans suite, ça a été le 1er août dernier. Sachant que l'association La Parole Libérée accusait notamment le cardinal de ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles commises par le prêtre Bernard Prénat sur des jeunes scouts. L'enquête pour non-dénonciation de crimes visant le cardinal Barbarin après des accusations de pédophilie au sein du diocèse de Lyon a été classée sans suite. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République de Lyon lundi 1er août. Cette enquête avait été ouverte en mars dernier à la suite d'un signalement de victimes de Bernard Prénat. Après avoir reconnu les faits, ce prêtre lyonnais avait été mis en examen le 27 janvier pour des agressions sexuelles sur des jeunes scouts datant de 1986 à 1991. Les victimes mettaient en cause plusieurs responsables du diocèse de Lyon et de l'église qu'elles accusent de ne pas avoir dénoncé à la justice les agissements passés de ce prêtre. Le cardinal Barbarin avait été entendu par les autorités en juin dernier. Il avait alors assuré n'avoir jamais couvert le moindre acte de pédophilie. Et à l'annonce de la décision, les membres de l'association La Parole Libérée, qui a lancé l'affaire à l'automne dernier, ont fait part de leur déception. Ils ont dit tout simplement, on est très déçus, on était persuadés que le procureur allait instruire le dossier parce qu'il est très volumineux. Cette décision clôt le débat alors qu'il est nécessaire que sur le plan moral, c'est ce qu'a regretté aussi François Deveau qui est porte-parole de l'association. Tous les foyers de France se sont posé la question. Cela peut se conclure par un non-lieu du fait des dates, mais il faut d'abord savoir si les chefs d'accusation sont justes ou pas. François Deveau qui se félicite aussi toutefois que l'institution catholique se soit beaucoup remise en question ces derniers mois, c'est une bonne chose. Il a dit ceci aussi pour finir, nous allons nous orienter vers un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Cela obligera le parquet à instruire le dossier pour que le peuple français puisse savoir, et ça c'est ce qu'a également fait savoir le responsable de la porte-parole. Voilà l'histoire. Honteux ou pas honteux ? Honteux, c'est pas la première fois, donc... c'est une des accusations parmi tant d'autres qu'il y a déjà eu, donc ça reste encore honteux, quoi. À croire que l'église, on va dire, est limite intouchable, quoi. Vous pensez que c'est le fait que ça date de loin que ça a été sans suite ? Parce qu'il me semble que les affaires de pédophilie, de viol, tout ça, il y a combien comment dire ça, je suis en train de calculer, parce qu'il faudrait qu'on revoie les lois, en fait, pour ça. Je crois que ça a changé, en plus. Les délais de prescription ? Ouais, c'est ça que je cherchais. Je crois que ça a changé. Ouais. Il me semble. C'est combien ? C'est 10 ans ? C'est 16 ans ? Je crois que c'était 15 ans, mais je crois que ça a changé. Je crois que c'était 15 ans de prescription et ça a changé. D'accord. Il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que maintenant c'est plus 15 ans, c'est bien plus. Charlotte, t'en penses quoi, sinon ? Nul. Non, mais enfin moi ça m'énerve. C'est pas parce qu'une affaire est aussi qui était aussi loin qu'on doit classer sans suite maintenant. J'ai du mal à croire, quoi. Donc en fait, ça donne raison au mec en fait qui a fait des attouchements, mais carrément du viol aussi. Tant que ça reste, ça lui donne raison. Du moment que c'est dans les délais comme l'exige la loi, je vois pas pourquoi c'est classé sans suite. Je n'ai jamais autant entendu de parler. C'est bizarre, on est en octobre, j'ai jamais entendu autant de monde dehors. Hein. C'est assez impressionnant. Mais tant mieux, ça fait un peu vivant au niveau de l'animation radio. Au moins, vous voyez qu'on n'est pas dans un cercle fermé. Autre actu, et pas les moindres aussi, c'est le Brexit. Ouais. Le Brexit qui date du 23 juin. Je vais rappeler les faits. Il est chiant par contre le motard. Hein. C'est bon, c'est passé, merci. Donc au niveau du Brexit, les Britanniques ont voté donc le jeudi 23 juin à 51,9% des voix pour sortir de l'Union Européenne et à 48,1% pour rester. 17,4 millions de personnes ont voté pour le Brexit et 16,1 millions pour rester dans l'Union Européenne. Sachant que le Premier ministre britannique David Cameron, qui avait organisé la tenue du référendum mais avait fait campagne pour le maintien, essuie un très large revers et a annoncé sa démission, hein, on le sait. Et choqué, le reste de l'Europe va
maintenant tenter d'éviter tout éclatement du bloc des désormais 27 pays membres. En ce moment, ça se passe très mal. Je sais pas si vous êtes au courant des... ça chie de partout. J'ai vu des actus, là je parle d'aujourd'hui, à Bruxelles, ça va pas, je sais pas si c'est à Bruxelles, je crois. C'est en train d'imploser. Oui, c'est ça, hein, j'ai le sentiment. D'abord, quel est le ressenti que vous avez par rapport à la Grande-Bretagne? Ça vous fait quelque chose ou pas? C'est incompréhensif, quoi. Je veux dire, de sortir comme ça, alors comme les 48, et des brouettes de pourcentage des Anglais l'ont dit, hein, pour eux, l'Union Européenne, c'était un pont vers le tourisme, tout ça, quoi. Hein, ça ramenait du monde et tout, quoi. Mm-hmm. Maintenant, bon, ben voilà, quoi. Hein, adieu la frontière, adieu le... Donc c'est débile, je trouve ça complètement débile. Je suis pas sûr que la frontière il ferme. Hein. Je suis pas sûr. Est-ce qu'ils ferment la frontière? Je crois que non. Hein. Pas tout de suite en tout cas. C'est pas parce que non, pas tout de suite parce que c'est en attente de voir un peu comment ça va se passer au niveau de l'Europe et tout. Parce que je crois que le sujet de la frontière est en discussion. Bah, moi j'ai entendu que par rapport au tunnel sous la Manche, qu'ils allaient commencer à le reboucher. Ah ça j'ai entendu effectivement aussi. Après il y a d'autres inquiétudes, c'est les Français qui vivent en Grande-Bretagne. C'est ça, voilà. Il y avait ce sujet-là qui a été très mis en avant et que apparemment la Grande-Bretagne a rassuré, ne vous inquiétez pas, vous risquez rien. Voilà. Donc il y avait ce sujet-là. Et puis par contre là où ça a un gros impact, c'est surtout économique. Voilà, c'est surtout là le problème au niveau des fonds, au niveau de l'Europe, tout ça, sachant que la Grande-Bretagne avait investi beaucoup de fonds au niveau de l'Europe. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est ça. Ça, c'est la grande question qu'on se pose. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que, d'après vous, on va réussir à s'en sortir sans la Grande-Bretagne? Ouais, ça reste à voir, en fait. Bon, je pense que oui, on peut s'en sortir. On n'est pas tout seul, hein, donc je pense que oui. Ça va être un peu plus compliqué, mais voilà, quoi. Plus compliqué, mais on peut y arriver. Oui, je pense qu'on peut y arriver. Est-ce que vous pensez que la France est capable de faire aussi un référendum pour sortir de l'Union européenne? Oui, on est capable de le faire. Est-ce que vous pensez que... Parce que ça peut se faire. Vous savez que les élections présidentielles... D'ailleurs, je tiens à préciser que les élections présidentielles sera un gros sujet de la saison. Hein, ça sera cette nouvelle saison de la radio sera beaucoup consacrée aussi aux élections présidentielles. Vous y croyez au futur candidat est-ce qu'il, d'après vous, il va proposer une sortie aussi de l'Union européenne? Parce que j'en ai entendu parler de ça aussi. Hein, donc... Je sais pas, tout dépend. Oh, je pense que oui. Tout dépendra des candidats. Ah bah les candidats, on est en pleine primaire en ce moment, donc le problème... C'est encore flou. Mais on ne sait pas. Voilà. À suivre. À suivre. Et si jamais il y a qui sont attendus au virage. Hein, et honnêtement, si un référendum, on vous propose oui ou non sortir de l'Union européenne, vous répondrez quoi? Moi je répondrais non. Mm-hmm. Je pense que si on répond oui, on se met mal, quoi. Donc, revenir au franc, vous y croyez? Ça serait... Alors franchement, revenir au franc, moi je dirais pas non, puisque on retrouverait un petit peu nos tarifs logiques, on va dire, puisque une baguette à l'époque, maintenant ça vaut 3 € une baguette, faut peut-être pas pousser, quoi. Mais voilà, quoi, je veux dire, sortir maintenant de l'Europe, c'est trop dangereux. Trop tôt. Non, c'est trop dangereux. On ne sommes pas prêts, en toute façon. Et puis même avec la dette... Bon, on a la dette, oui, ça c'est clair que beaucoup. C'est ce que beaucoup de Français oublient, c'est qu'on a une dette envers l'Europe et une grosse dette. Donc tant qu'on n'a pas, effectivement, on peut pas sortir tant qu'on a cette dette. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ok, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Autre sujet qui s'est passé le 24 août cette fois, un séisme en Italie. Mon anniversaire, je sais, merci. Donc un séisme en Italie. Alors là aussi j'ai des chiffres comme ça, je ne sais pas si vous avez des chiffres définitifs. Il y a eu 294 morts et plus de 400 blessés qui ont été hospitalisés, dont 40 dans un état grave. Et on parle aussi qu'il y a eu 2500 sans-abri à cause du séisme. Ça c'est triste, ça c'est encore pire, ça aussi. Hein. Alors le bilan humain qui pourrait malheureusement encore plus alourdir, mais ça c'est des chiffres que c'est les derniers chiffres que j'ai eus. Hein. Donc ça s'est passé, la secousse est survenue dans une zone montagneuse relativement peu peuplée, heureusement, merci. En 2009, le séisme de l'Aquila, tiens, ça me dit quelque chose, l'Aquila, ça fait Pokémon, ça. Le séisme de l'Aquila, non loin de la zone du séisme de mercredi, avait fait plus de 300 morts, mais il s'agissait alors d'une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Donc les Italiens ont été particulièrement choqués par le cas de l'école d'Amatrice, rénovée en 2012 pour s'adapter aux normes antisismiques et réduite à l'état de décombre mercredi, c'était en août. Hein.
Une enquête a été ouverte aussi par le procureur de Rieti, pour une ville proche du lieu du séisme, pour évaluer d'éventuelles malfaçons amatrices et dans les villages concernés. Est-ce que vous avez d'autres infos, quelque chose à rajouter ? Est-ce que tout a été dit Je pense, après moi j'ai pas plus suivi le truc. 294 morts quand même, hein, le séisme. Et après, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était passé à 300 morts, il me semble. Alors, je crois que c'était, alors que je me trompe pas, la magnitude était à 6, et quelques, et il y en a eu une deuxième secousse le lendemain, à 3, et quelques de magnitude. Voilà. Bon, le problème c'est qu'on peut pas échapper à la nature, c'est ça le problème, c'est qu'on peut rien faire contre la nature reprend ses droits, elle reprend ses droits. Lutter contre un séisme, c'est impossible. Malheureusement, et personne n'est à l'abri de ça aussi. Tout le monde peut y toucher. Même nous, on n'est pas loin des Alpes. Les premiers qui tomberont, c'est Barcelone, hein, c'est pas nous. Mais quand même, on sait jamais. Nous, en Haute-Savoie, on a peut-être déjà été touché par un séisme. En 96, j'avais 10 ans. Par contre, si nous, il y a séisme en haut, que le barrage de Serponçon se fissure, qu'il y a fuite. Moi, je m'en fous, je suis abrité. Alors toi, t'as intérêt de savoir nager. Parce que par contre, le bas de Sisteron est sous l'eau. En moins de 10 minutes. Ok, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Par contre, là, on va avoir un débat, parce que c'est tout frais. Sur les fausses alertes terroristes. Oh mon Dieu, oui. Qui ont été créées par des adolescents. Donc on va en parler. Je pense que là-dessus, j'ai piqué un coup de gueule, mais alors, affreux. Je rappelle que un adolescent de 16 ans qui a été interpellé le lundi 19 septembre dernier dans le cadre de l'enquête sur la fausse alerte terroriste à Paris, qui a reconnu ensuite, lors de sa garde à vue, être l'un des auteurs du canular, parce que c'est un canular, soi-disant, mais moi, personnellement, on va en parler, et a indiqué une source proche de l'enquête à France Info. Alors, le jeune homme prénommé Dylan avait été arrêté dans son lycée du département de la Marne. 2 autres mineurs de 14 et 17 ans ont été interpellés mardi dans le cadre de l'enquête, et indique une source judiciaire à France Info. Donc l'adolescent de 14 ans a été arrêté en Lozère et celui de 17 ans en Vendée. Le mineur de 17 ans est soupçonné d'être le co-auteur du canular. Il était placé dans un centre éducatif fermé en Vendée. Quant au 3e adolescent le plus jeune, les enquêteurs cherchent encore à déterminer son degré d'implication. Le parquet a ouvert une enquête pour dénonciation de crimes imaginaires et divulgation de fausses informations. 2 jeunes avaient revendiqué le canular dans un entretien avec l'Observateur si vous préférez. Ils ont expliqué avoir appelé la police en se faisant passer pour le père Matisse, et avoir évoqué une prise d'otage dans l'église Saint-Leu, provoquant une vaste opération policière. Les 2 adolescents ont aussi expliqué sur les réseaux sociaux être des admirateurs du pirate informatique franco-israélien Ulkan, en fuite en Israël, spécialisé dans la pratique du swatting, qui consiste à faire déplacer les forces de sécurité sous un faux prétexte. Avant qu'on en débatte, il y a eu encore une affaire cette semaine, je pense que c'est un adolescent de 15 ans qui a été arrêté, pour les mêmes qui s'est soupçonné aussi de vouloir faire un attentat. Voilà. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce qu'on parle de mineurs quand même. Moi, je peux bien commencer parce que ce jour-là, ce que je me rappelle très très bien, j'étais à Paris ce jour-là. J'étais en formation et je devais aller voir de la famille là où c'était dans le 1er arrondissement, et le soir même je devais aller voir de la famille. Sur le coup, c'était vers coup de 4h, 4h30, il y a quelqu'un qui vient dans la salle pour nous annoncer qu'il y a un attentat. Je vous raconte pas comment on était, de la peur au ventre. On était tous, on se regardait tous, on se demandait ce qui se passait pendant des heures et des heures, parce que ça durait quand même pas mal de temps. Nous, notre formation, elle avait fini à 18h30. Une peur incessante, il fallait qu'on termine cette formation. Jusqu'au moment où à 18h30 on nous annonce que c'était que l'alerte est levée, l'alerte attentat est levée. A priori, on ne savait pas encore que c'était un faux attentat. Moi, ce qui m'a vraiment énervé à ce moment-là, c'est que donc du coup tous les Parisiens forcément étaient un petit peu tous choqués, parce que moi, avec tout ce qui s'était passé aux derniers événements, j'ai appelé ma tante dans l'extrême urgence en disant bon voilà,
Je ne viens pas voir parce qu'en plus on nous a demandé de rester cloîtrés là où on était, donc de rester à Pantin, parce que nous on était sur Pantin, de rester à Pantin pour des raisons de sécurité. Donc chose qu'on avait fait. Déjà, même si c'est un canular, est-ce qu'on doit rigoler avec ça? Non, pas du tout, parce que nous on a vraiment flippé. Et puis excusez-moi, on parle quand même de mineurs. Maintenant, des mineurs qui s'amusent à ça. Excusez-moi. Non, puis au moment où, à l'époque où on vit, je veux dire, vu les derniers événements, on s'amuse pas à faire des canulars de ce genre-là, quoi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments ou hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chacun est égal. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments ou hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chacun est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.